J'ai surpris ma petite amie dire, il va me demander en mariage ce soir, regarde-moi lui dire non et le faire pleurer. Je me tenais devant la porte de l'appartement de ma petite amie, une bague de fiançailles dans ma poche, sur le point de venir la chercher pour ce que je pensais être le dîner le plus important de nos vies, quand je l'ai entendue rire avec sa meilleure amie sur la façon dont elle allait rejeter ma demande et me regarder pleurer. Après 3 ans ensemble, après avoir planifié ce que je croyais être des fiançailles parfaites dans notre restaurant préféré en présence de nos 2 familles, Bianca traitait ma demande imminente comme un divertissement, une occasion de m'humilier devant tous ceux que nous aimions. Bianca et moi étions ensemble depuis près de 3 ans lorsque j'ai décidé qu'elle était la femme avec qui je voulais passer le reste de ma vie. Ce qui avait commencé comme une conversation informelle lors d'une rencontre avait évolué en une relation qui me semblait plus profonde et plus significative que tout ce que j'avais connu auparavant. Notre relation s'était développée naturellement, franchissant toutes les étapes que les couples traversent lorsqu'ils construisent quelque chose de durable. Nous avions survécu à la transition de la vie étudiante à la vie professionnelle, nous avions géré le stress de trouver nos premiers vrais emplois, et nous nous étions soutenus mutuellement à travers les défis familiaux et les revers personnels qui avaient mis à l'épreuve notre engagement et notre compatibilité. J'avais présenté Bianca à mes parents lors de notre premier Noël ensemble, et elle s'était immédiatement intégrée à ma dynamique familiale. Bianca semblait tout aussi à l'aise avec ma famille. De même, Bianca m'avait introduit dans son cercle familial, et j'avais développé des relations étroites avec ses parents et son frère aîné. Ces liens me semblaient être les fondations de quelque chose de permanent, la preuve que nous construisions un avenir qui incluait le mariage et les enfants. Tout au long de notre relation, Bianca et moi avions vécu le genre de défis qui soit renforcent le lien d'un couple, soit révèlent des incompatibilités fondamentales. Ces expériences nous avaient appris que nous pouvions compter l'un sur l'autre dans les moments difficiles et que notre relation était assez forte pour résister aux pressions extérieures. Nous avions également créé ce genre d'histoire commune que les couples construisent lorsqu'ils planifient une vie ensemble. Bianca et moi faisions souvent des références désinvoltes à notre avenir. Mais avec le recul, je réalise qu'il y avait des signes subtils que Bianca n'était pas aussi engagée dans notre avenir que je le croyais. Elle évitait parfois les conversations sur l'engagement à long terme, changeant de sujet lorsque j'abordais des thèmes comme le calendrier des fiançailles ou l'organisation du mariage. Bianca semblait mal à l'aise lorsque j'entrais dans les détails de notre relation, faisant souvent des commentaires sur notre jeunesse et sur tout le temps que nous avions pour prendre ce genre de décision. À l'époque, j'interprétais l'hésitation de Bianca concernant les discussions sur le mariage comme de la timidité ou un désir de prendre les choses lentement, plutôt que comme une incertitude fondamentale sur notre relation. Je l'aimais profondément et je supposais que sa réticence à planifier trop à l'avance n'était qu'un reflet de sa personnalité prudente, plutôt que des doutes sur sa volonté de m'épouser. À l'approche de notre 3e anniversaire, j'étais convaincu que Bianca était la personne que je voulais demander en mariage, et j'ai commencé le processus de planification de ce que j'espérais être des fiançailles mémorables et significatives. J'ai passé des semaines à chercher des bagues de fiançailles, à me renseigner sur les différentes tailles et montures, et à essayer de déterminer quel style reflèterait le mieux la personnalité et les préférences de Bianca. Le processus de sélection de la bague était compliqué par mon désir de surprendre Bianca tout en m'assurant que je choisissais quelque chose qu'elle adorerait. J'ai tenu compte de ses préférences en matière de bijoux, prêté attention à ses commentaires sur les bagues de fiançailles des autres, et j'ai finalement décidé de demander conseil à sa meilleure amie, qui connaissait Bianca depuis l'enfance et comprenait ses goûts mieux que quiconque. L'amie semblait enthousiaste à l'idée de m'aider à planifier la demande, offrant des suggestions détaillées et m'aidant à évaluer différentes options pour ce que Bianca pourrait vouloir. L'implication de son amie m'a donné l'assurance que je faisais des choix qui rendraient Bianca heureuse, et que la demande serait tout ce dont elle avait toujours rêvé. Sur les conseils de sa meilleure amie, j'ai choisi une monture solitaire classique avec un diamant rond, plus cher que ce que j'avais initialement prévu, mais dont elle m'a assuré que c'était exactement ce que Bianca voudrait. La bague était magnifique et élégante, et j'étais fier du choix que nous avions fait ensemble. Cette amie m'a également aidé à planifier la demande elle-même, suggérant que je réserve une salle à manger privée dans le restaurant italien où Bianca et moi avions célébré chaque anniversaire depuis le début de notre relation. J'ai passé près de 2 mois à organiser chaque détail de la demande. La préparation me semblait être un investissement dans notre avenir commun, une démonstration de la réflexion et du soin que je mettais à commencer nos fiançailles d'une manière qui reflétait l'importance de notre relation. Le jour de la demande était un vendredi soir, et j'avais été nerveux et excité pendant des semaines. J'avais pris mon après-midi de congé pour me préparer mentalement à ce que j'espérais être l'un des moments les plus importants de ma vie. L'écrin de la bague semblait lourd dans la poche de ma veste alors que je conduisais vers l'appartement de Bianca, où je devais la récupérer pour ce qu'elle croyait n'être qu'un autre dîner dans notre restaurant préféré.
Je suis arrivé à l'immeuble de Bianca environ 20 minutes plus tôt que prévu. D'une part parce que j'étais trop anxieux pour attendre plus longtemps chez moi, et d'autre part parce que je voulais avoir quelques minutes pour calmer mes nerfs avant que nous partions au restaurant. J'avais répété ce que je voulais dire pendant la demande, mémorisant les mots qui exprimeraient à quel point Bianca comptait pour moi et pourquoi je voulais passer ma vie avec elle. En montant les escaliers vers l'appartement de Bianca au 2e étage, j'ai entendu des voix venant de l'intérieur. Le rire de Bianca et ce qui ressemblait à la voix de sa meilleure amie répondant à quelque chose de drôle. J'étais content que son amie soit là, puisqu'elle avait joué un rôle si déterminant dans la planification de la demande. Il est important de noter que ma petite amie, Bianca, n'était pas censée savoir que j'allais la demander en mariage ce jour-là. J'ai levé la main pour frapper à la porte, mais j'ai hésité en entendant mon nom mentionné dans leur conversation. Quelque chose dans le ton de leur voix m'a fait marquer une pause et écouter plus attentivement ce qu'elles disaient. Ce que j'ai entendu dans les secondes qui ont suivi a changé tout ce que je pensais savoir sur Bianca et notre relation. Bianca racontait à son ami le dîner que nous avions prévu pour ce soir-là. Mais sa description de la soirée ne ressemblait en rien à la célébration romantique que j'avais imaginée. Au lieu de cela, Bianca parlait de la demande en mariage qu'elle savait, d'une manière ou d'une autre, imminente, avec une anticipation cruelle qui m'a glacé le sang. Les mots exacts de Bianca à son ami étaient que j'allais la demander en mariage ce soir-là, qu'elle dirait non et qu'elle me regarderait pleurer après tous mes préparatifs. La manière désinvolte, presque joyeuse, avec laquelle elle a livré cette prédiction a été comme un coup de poing en pleine poitrine. Mais Bianca n'avait pas fini de décrire ses plans pour m'humilier. Elle a continué en se moquant de l'air désespéré et pathétique que j'aurais lorsqu'elle rejetterait ma demande devant tout le monde, puisque je n'avais jamais compris qu'elle n'était pas prête. Bianca a prédit que je la supplierais probablement de reconsidérer, peut-être même que je pleurerais, et elle semblait trouver cette perspective amusante plutôt que déchirante. Elle a décrit ma réaction anticipée avec un niveau de détail qui suggérait qu'elle planifiait cette cruauté depuis un certain temps. Je m'attendais à ce que sa meilleure amie contredise Bianca sur cette déclaration, sachant à quel point je m'étais investi, mais elle ne l'a pas fait. La femme qui avait passé des heures à m'aider à choisir la bague parfaite et à planifier la demande parfaite ne condamnait pas ce stratagème conçu pour m'anéantir émotionnellement de la manière la plus publique possible. Bianca semblait voir toute la situation comme un divertissement, une occasion de démontrer son pouvoir sur moi et mes émotions. Debout devant la porte de Bianca, écoutant la femme que j'aimais planifier mon humiliation, j'ai ressenti un mélange de choc et de rage. Chaque moment de tendresse que nous avions partagé, chaque conversation sur notre avenir, chaque expression d'amour et d'engagement m'a instantanément semblé être un mensonge. Le voile d'amour qui colorait ma perception de Bianca s'est dissipé en un instant, et je l'ai vue clairement pour la première fois. Je me suis éloigné de la porte de Bianca aussi silencieusement que possible. Je suis retourné à ma voiture et je suis resté assis au volant pendant plusieurs minutes, essayant de digérer ce que je venais d'apprendre. Le trajet de retour à mon appartement s'est déroulé dans un flou de colère et d'incrédulité. Je n'arrêtais pas de me repasser les mots de Bianca dans ma tête, essayant de comprendre comment elle pouvait planifier une chose pareille. La femme avec qui j'avais prévu de passer ma vie attendait avec impatience de me voir souffrir. De retour à mon appartement, je me suis assis sur mon canapé en pensant aux 3 années que Bianca et moi avions passées ensemble. Soudain, certaines choses prenaient tout leur sens. Sa réticence à discuter de mariage n'était pas de la timidité. Elle ne voulait probablement rien de sérieux avec moi. Les heures ont passé alors que j'étais assis dans mon appartement, essayant d'accepter la réalité de ce que Bianca avait planifié. La réservation au restaurant que j'avais faite était pour 19h, et à 17h30, j'avais pris la décision de ne pas donner à Bianca la satisfaction de rejeter ma demande. Je n'allais pas lui fournir le divertissement qu'elle anticipait. À 18h15, Bianca m'a envoyé un SMS pour me demander si notre dîner tenait toujours, s'attendant apparemment à ce que je vienne la chercher comme prévu. Le ton désinvolte de son message, comme si elle attendait avec impatience un rendez-vous normal plutôt qu'une occasion de m'humilier, m'a rendu malade. J'ai supprimé son message sans répondre. Vers 19h30, 1 heure après l'heure de notre réservation, Bianca a commencé à appeler à plusieurs reprises. Je voyais son nom apparaître sur l'écran de mon téléphone encore et encore, mais je ne pouvais pas me résoudre à répondre. Quand les appels ont cessé, Bianca est passée au SMS, qui révélait sa confusion croissante face à mon absence. Ses premiers messages demandaient où j'étais et si j'allais bien. Mais au fur et à mesure que la soirée avançait, son ton devenait de plus en plus colérique et accusateur. Elle a commencé à m'insulter pour lui avoir posé un lapin pour un dîner que j'avais suggéré,
complètement inconsciente de l'ironie de ses plaintes sur mon comportement inconsidéré. Le dernier SMS que Bianca a envoyé ce soir-là m'accusait d'être égoïste et immature, suggérant que je lui devais une explication pour ma disparition. Lire son indignation vertueuse d'avoir été plantée alors qu'elle avait prévu de me détruire émotionnellement me paraissait surréaliste. Bianca était probablement en colère parce que j'avais perturbé son plan pour m'humilier. Vers 22 heures, mon téléphone a sonné. C'était un appel de sa meilleure amie, qui essayait apparemment de déterminer ce qui avait mal tourné dans la soirée de cruauté soigneusement planifiée par Bianca. Cette fois, j'ai répondu, curieux de voir comment la femme qui m'avait aidé à planifier ma propre humiliation essaierait d'expliquer son implication. L'amie m'a demandé ce qui m'était arrivé ce soir-là, prétendant s'inquiéter pour mon bien-être tout en cherchant à savoir pourquoi je n'étais pas venu. Elle a parfaitement joué le rôle de l'amie inquiète, exprimant sa crainte que quelque chose de terrible ait pu m'empêcher de tenir mes engagements pour le dîner avec Bianca. Je n'ai pas retenu ma réponse face à sa fausse sollicitude. Je lui ai dit exactement ce que je pensais de quelqu'un qui aiderait un homme à planifier une demande en mariage tout en sachant que sa petite amie avait l'intention de la rejeter publiquement et cruellement. Je lui ai expliqué qu'elle était une personne horrible pour avoir participé au stratagème de Bianca et pour avoir prétendu se soucier de mon bonheur tout en travaillant activement à le détruire. Elle a tenté de maintenir son semblant d'innocence, balbutiant qu'elle ne savait pas de quoi je parlais et me demandant d'expliquer pourquoi j'étais si en colère contre elle. Mais j'avais entendu suffisamment de sa conversation avec Bianca pour savoir exactement quel rôle elle avait joué dans la planification de mon humiliation. J'ai dit à la meilleure amie de Bianca qu'elle savait depuis le début que Bianca prévoyait de rejeter ma demande, mais qu'elle n'avait jamais rien dit pour me prévenir de ce qui se tramait. J'ai souligné qu'elle avait passé des heures à m'aider à choisir une bague pour quelqu'un dont elle savait qu'elle s'en servirait comme une occasion de me blesser, et que sa participation à cette tromperie était presque aussi cruelle que le plan de Bianca lui-même. À ce stade, elle bégayait et peinait à trouver des mots qui pourraient la sortir de la position impossible dans laquelle elle s'était mise. Elle ne pouvait pas continuer à nier sa connaissance des plans de Bianca sans mentir directement. Mais elle ne pouvait pas non plus admettre son implication sans confirmer sa participation à un plan délibérément cruel. J'ai terminé ma conversation avec elle en lui disant d'aller dire à Bianca que je ne lui donnerais jamais la satisfaction de rejeter ma demande, que je savais exactement ce qu'elle avait prévu, et que son jeu cruel était terminé avant même d'avoir commencé. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre, ressentant un sentiment d'achèvement d'avoir confronté au moins l'une des personnes qui avait trahi ma confiance. Quelques minutes après avoir mis fin à mon appel avec l'ami de Bianca, mon téléphone a recommencé à sonner avec des appels de Bianca. Apparemment, son ami lui avait immédiatement rapporté notre conversation, et Bianca essayait maintenant de savoir à quel point j'étais au courant de ses plans. Quand j'ai finalement répondu à l'appel de Bianca, elle a commencé la conversation en tournant autour du sujet de mon absence ce soir-là, agissant comme si elle n'avait aucune idée que j'avais prévu de la demander en mariage et ne pouvait pas comprendre pourquoi je n'étais pas venu à notre dîner. Sa performance était magistrale. Elle a réussi à paraître confuse, blessée et inquiète en même temps. Mais je n'étais plus sensible aux performances manipulatrices de Bianca. Je n'ai pas ménagé ses sentiments ni essayé de la protéger des conséquences de sa cruauté. Je lui ai dit exactement ce que je pensais de quelqu'un d'assez diabolique pour jouer avec les émotions d'une autre personne et planifier une humiliation publique. Bianca a continué de nier toute connaissance de plan de demande en mariage, maintenant son jeu de confusion innocente, même lorsque je lui expliquais comment son comportement m'avait blessé et trahi. Elle n'arrêtait pas de demander de quoi je parlais et pourquoi j'étais si en colère, comme si elle n'avait vraiment aucune idée de ce qui aurait pu me contrarier. Finalement, j'ai dit à Bianca que j'étais venu à son appartement plus tôt ce soir-là pour la chercher pour le dîner, et que j'avais entendu sa conversation avec sa meilleure amie sur le rejet de ma demande et sur le fait de me faire pleurer. Le silence qui a suivi cette révélation a été la première réaction authentique que j'ai eue de Bianca de toute la soirée. Bianca est restée sans voix pendant plusieurs secondes, essayant apparemment de digérer le fait que son plan cruel avait été exposé avant d'avoir pu être exécuté. Quand elle a finalement retrouvé sa voix, elle a commencé à nier qu'elle avait voulu dire ces mots de la manière dont ils sonnaient, prétendant qu'elle avait essayé d'être drôle et que j'avais mal compris ses intentions. Mais j'avais entendu assez de la conversation de Bianca pour savoir exactement ce qu'elle avait voulu dire, et ses tentatives de requalifier sa cruauté en humour tombaient à plat. J'ai mis fin à l'appel sans lui donner l'occasion de s'expliquer ou de s'excuser, sentant que j'avais enfin pris le contrôle d'une situation qui avait été conçue pour me laisser impuissant. Environ un an après ce qui s'est passé, j'ai appris des informations supplémentaires sur Bianca qui expliquaient sa volonté de planifier une tromperie aussi élaborée. Par des amis communs,
j'ai découvert que Bianca avait entretenu une relation secrète avec un autre homme pendant la majeure partie du temps où nous étions ensemble. Elle était sortie avec nous deux simultanément, prévoyant apparemment de choisir entre nous en fonction de la demande en mariage qu'elle préférait. La révélation que Bianca m'avait trompé tout au long de notre relation a ajouté une autre couche de trahison à une situation déjà dévastatrice. Elle n'avait jamais eu l'intention de s'engager avec moi. Son nouveau petit ami lui avait apparemment fait sa demande environ un mois après la date prévue de la mienne, et elle avait accepté son offre. Mais selon les informations que j'ai reçues via notre réseau social, leur fiançailles et la planification ultérieure du mariage avaient été semées de problèmes et de conflits qui ont finalement conduit à la rupture complète de leur relation. Les fiançailles de Bianca avec ce Derek ont duré moins de 3 mois avant de se terminer par une séparation amère impliquant des accusations d'infidélité et de violence physique. Quand j'ai appris l'échec des fiançailles de Bianca, j'ai ressenti un mélange complexe de justification et de tristesse auquel je ne m'attendais pas. Une partie de moi était satisfaite que quelqu'un qui avait été capable d'une cruauté aussi délibérée ait fait face aux conséquences de ses actes. Mais je me sentais aussi sincèrement désolé que Bianca ait gâché la possibilité d'un amour véritable au profit de jeux et de manipulation. Je n'ai jamais pris plaisir au malheur de Bianca, même si la façon dont elle m'avait traité était une trahison. Mais j'ai aussi reconnu que sa relation avec son nouvel homme avait probablement été construite sur les mêmes fondations de tromperie et de manipulation qui avaient caractérisé nos 3 années ensemble, rendant l'échec presque inévitable. Cette expérience m'a appris de précieuses leçons sur la confiance, l'authenticité et l'importance de prêter attention aux signaux d'alarme subtils dans les relations. Les signaux contradictoires de Bianca sur l'engagement n'étaient pas de la timidité. Ils étaient la preuve de sa malhonnêteté fondamentale concernant ses sentiments et ses intentions. J'ai appris à faire confiance à mon instinct concernant le comportement des gens plutôt qu'à trouver des excuses pour des actions qui me mettaient mal à l'aise. Plus important encore, j'ai appris que l'amour véritable exige l'honnêteté et la vulnérabilité des deux partenaires, et que les relations construites sur la tromperie et la manipulation sont finalement insoutenables. La demande en mariage qui n'a jamais eu lieu est devenue un tournant dans ma compréhension de ce que je voulais chez un partenaire romantique. J'ai réalisé que j'avais besoin de quelqu'un capable d'une connexion émotionnelle authentique. En repensant à ma relation avec Bianca, j'ai compris qu'entendre son plan cruel était en fait un cadeau qui m'a sauvé d'années de tromperie supplémentaires et d'un chagrin d'amour éventuel. Ces paroles ont révélé sa vraie nature d'une manière qui m'a permis de m'échapper avant de prendre un engagement permanent envers quelqu'un qui était fondamentalement incompatible avec mes valeurs et mes attentes en matière d'amour. L'expérience m'a également appris l'importance de m'entourer de personnes qui partagent mes convictions sur l'honnêteté, la gentillesse et le respect mutuel. La volonté de la meilleure amie de Bianca de participer à son stratagème m'a montré que toutes les personnes qui semblent être des amis n'ont pas forcément mon meilleur intérêt à cœur, et que je devais être plus sélectif quant aux personnes à qui je confiais des informations importantes. Plus précieusement encore, j'ai appris que parfois, les expériences les plus douloureuses fournissent les aperçus les plus clairs sur le vrai caractère des gens, et que cette connaissance, aussi dévastatrice soit-elle, est finalement plus précieuse que des illusions confortables. La cruauté de Bianca m'a profondément blessé, mais elle m'a aussi libéré d'une relation construite sur des mensonges et de la manipulation. Le rejet de la demande en mariage qui n'a jamais eu lieu est devenu le fondement d'une compréhension plus profonde de ce à quoi ressemble l'amour véritable. Merci d'avoir regardé.